Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question très concrète qui nous est posée via une analyse spécifique. En 2026, avec les annonces de coupes dans les aides de l'État, est-ce que c'est encore une bonne idée de se lancer dans une formation pour devenir conseiller en insertion professionnelle, ainsi épais? C'est effectivement une interrogation majeure pour quiconque envisage cette voie. Notre exploration va se baser sur un document précis, une analyse publiée en 2025 par Le Repère des CIP. Son titre est d'ailleurs très, très explicite. Est-il vraiment une bonne idée de faire une formation pour être conseiller en insertion professionnelle en 2026 avec toutes les baisses d'aides de l'État? Tout à fait. L'objectif est donc de plonger dans ce texte, d'en extraire la substance. On va examiner les arguments, peser les pour et les contre, tels que présentés par cette source unique, en gardant toujours à l'esprit le contexte spécifique qu'elle décrit, notamment ces fameuses baisses d'aides. Oui, c'est ça. Il faut bien préciser qu'il s'agit d'une analyse des idées contenues dans ce document, sans jugement de valeur de notre part. Exactement. On va décrypter la perspective offerte par Le Repère des CIP sur les enjeux de ce métier, dans un environnement socio-économique et politique en pleine mutation, tel qu'ils le perçoivent en tout cas. Ok, déballons ça. Alors pour commencer, revenons aux fondamentaux. Selon cette source, comment est-ce qu'elle définit le rôle même du conseiller en insertion professionnelle? Le document, il positionne le CIP comme un accompagnateur clé. Sa mission première, c'est d'aider les individus dans leur parcours professionnel, que ce soit pour trouver un premier emploi, retrouver un travail après une période de chômage, ou même pour naviguer dans une reconversion. C'est un phénomène de plus en plus fréquent d'ailleurs. D'accord. Et au-delà de cette définition un peu générale, quelles missions spécifiques sont mises en lumière dans cette analyse? L'idée, c'est de comprendre ce qui fait le quotidien de ce métier, d'après ce texte. Alors, la source détaille plusieurs facettes essentielles. D'abord, l'évaluation. Il ne s'agit pas seulement de lister des compétences techniques, mais bien de comprendre les aspirations profondes de la personne, son projet professionnel, ses freins éventuels, ses moteurs aussi. C'est une phase d'écoute et de diagnostic assez fine. Une sorte de bilan personnalisé, en fait, pour orienter l'action. Quoi d'autre? Ensuite, vient la construction de l'accompagnement sur mesure. Fort de cette évaluation, le CIP, selon le document, va proposer un plan d'action, identifier les formations pertinentes, travailler sur les techniques de recherche d'emploi, aider à la rédaction de CV, de lettres de motivation, préparer aux entretiens. C'est vraiment du coaching adapté à chaque situation. D'accord. Et le lien avec le monde de l'entreprise, comment il est décrit? C'est le troisième pilier mentionné, la médiation avec les employeurs. Le texte souligne que le CIP joue un rôle d'intermédiaire. Il prospecte, il identifie des opportunités d'emploi, parfois moins visibles sur le marché ouvert, et il aide à faire correspondre les profils accompagnés avec les besoins des recruteurs. Il peut aussi faciliter l'intégration en entreprise. Donc, évaluer, accompagner, connecter. Si je comprends bien l'analyse, ces trois axes font du CIP un pivot essentiel, un facilitateur indispensable dans un marché du travail qui peut parfois sembler complexe, voire intimidant pour celui qui cherche sa place. C'est tout à fait l'image qui ressort du document. Il insiste sur l'importance de cette fonction, non seulement pour les individus, mais aussi pour le bon fonctionnement du tissu socio-économique local et national. En fait, c'est un rôle à forte valeur ajoutée sociale. Intéressant. Bon, maintenant abordons le contexte. Comment cette analyse de Le Repère des CIP dépeint-elle le marché de l'emploi prévu pour 2026? Et surtout, pourquoi, selon elle, ce contexte rendrait les CIP particulièrement nécessaires? Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont le document articule les tendances du marché du travail pour justifier la pertinence accrue du métier de CIP. Il identifie plusieurs dynamiques fortes qui convergent en fait. Et quelles sont ces dynamiques identifiées dans la source? Vous pouvez nous en dire plus? Premièrement, l'analyse pointe une intensification des parcours non linéaires. Les reconversions professionnelles, qu'elles soient choisies ou subies, sont en augmentation constante selon le texte. Les gens changent de métier, de secteur, parfois plusieurs fois dans leur vie. Cette fluidité accrue crée un besoin important d'accompagnement pour sécuriser ces transitions, et c'est là que le CIP interviendrait de manière cruciale. Ça semble logique. Plus de mouvement, plus besoin de guide, en quelque sorte. Quelle est la deuxième tendance majeure qui est évoquée? La deuxième tendance forte, c'est l'impact omniprésent des nouvelles technologies et de la digitalisation de l'économie. La source insiste beaucoup sur le fait que les compétences numériques sont devenues un prérequis dans un nombre croissant de professions,
Or, tout le monde ne maîtrise pas ces outils ou ne sait pas comment se former. Oui, bien sûr. Le CIP, d'après l'analyse, a donc un rôle clé à jouer pour aider les chercheurs d'emploi à identifier les compétences numériques nécessaires et à trouver les moyens de les acquérir. C'est un enjeu d'adaptation majeur. Un défi d'adaptation qui touche potentiellement une large partie de la population active, oui. Est-ce qu'il y a une troisième tendance identifiée? Oui, la source mentionne également une diversification croissante des profils des personnes en recherche d'emploi ou en transition. On trouve de tout, hein. Des jeunes qui arrivent sur le marché, des seniors qui doivent rebondir, des personnes très éloignées de l'emploi avec des problématiques sociales complexes, des travailleurs qui souhaitent évoluer. Cette hétérogénéité des publics et des besoins exige, selon l'analyse, une approche de plus en plus individualisée, fine, et c'est précisément ce que le CIP est censé offrir. Donc, si on suit le raisonnement de la source, ces trois éléments, plus de reconversion, l'impératif numérique et la diversité des profils, dessinent un paysage où l'expertise d'un conseiller en insertion devient non seulement utile, mais structurellement indispensable pour fluidifier le marché du travail et éviter que des personnes ne restent sur le côté. C'est exactement l'argumentaire développé dans le document. Ces tendances de fond génèrent une demande intrinsèque et durable pour ce type d'accompagnement spécialisé, indépendamment des aléas conjoncturels. Mais c'est là qu'intervient le paradoxe, ou la tension soulevée par le titre même de l'analyse, la baisse des aides de l'État. Comment le document décrit l'impact concret de ces réductions budgétaires sur le secteur? Quels sont les défis qui sont pointés du doigt? C'est effectivement le cœur du problème abordé. L'analyse était assez directe sur les difficultés engendrées. D'abord, elle évoque une pression financière accrue sur les structures, même qui emploient les CIP. Les associations, les missions locales, les organismes de formation, Pôle emploi, enfin, son successeur. Oui. Moins de subventions, des financements plus précaires ou conditionnels, ça peut entraîner, selon le texte, une charge de travail plus lourde pour les conseillers en poste et potentiellement affecter la qualité ou la profondeur de l'accompagnement proposé. Donc, un risque de dégradation des conditions de travail et potentiellement du service rendu, faute de moyens suffisants. Et pour les personnes accompagnées, quelles conséquences d'après la source? Le document pointe aussi une raréfaction possible des outils à disposition du CIP, c'est-à-dire moins de dispositifs d'aide spécifiques pour les demandeurs d'emploi, moins de places en formation financée, moins de contrats aidés, des aides à la mobilité ou à la garde d'enfants potentiellement réduites. Ah oui. Du coup, ça rend la tâche du CIP plus ardue, car il a moins de leviers concrets à proposer pour lever les freins à l'emploi. Il doit devenir plus créatif, mais avec moins de ressources. Moins de moyens pour les structures et un coffre à outils potentiellement moins garni pour construire les parcours d'insertion. Est-ce que l'analyse mentionne d'autres difficultés liées à ces politiques budgétaires? Oui, un point non négligeable souligné est l'instabilité et l'incertitude générées par des changements fréquents dans les politiques publiques d'emploi. Selon le document, cette fluctuation constante des règles, des financements, des priorités, ça peut être très déstabilisant pour les professionnels. J'imagine, oui. Il devient difficile de construire des stratégies d'accompagnement sur le moyen terme et ça peut aussi entamer la motivation, aussi bien des équipes en place que de ceux qui envisagent de rejoindre le métier. On voit bien le tableau, hein. Des conditions de travail potentiellement plus tendues, des solutions d'accompagnement moins évidentes à mobiliser, et puis un climat d'incertitude. Il est essentiel de rappeler ici qu'on rapporte les éléments et l'analyse tels que présentés dans ce document, le repère des CIP, sans y ajouter notre propre interprétation au jugement. Tout à fait. L'analyse présente ces éléments comme des défis objectifs, des réalités probables du terrain auxquelles les futurs CIP devraient se préparer s'ils se lancent en 2026. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que malgré ce portrait assez sombre des contraintes financières et politiques, l'analyse ne semble pas conclure à un simple « n'y allez pas ». Au contraire, elle explore aussi les raisons qui pourraient pousser à persévérer dans cette voie. Quelles sont ces perspectives et ces motivations qui sont mises en avant? Exactement. Le document adopte une approche assez nuancée en mettant en balance les difficultés et les aspects positifs intrinsèques au métier. Le premier élément fort qui ressort, c'est la dimension humaine et sociale. L'analyse insiste beaucoup sur la satisfaction personnelle et le sens que procure le fait d'aider concrètement des personnes à trouver leur voie professionnelle, à retrouver une place dans la société. C'est présenté comme un moteur puissant, une récompense immatérielle mais essentielle. La quête de sens au travail, oui, c'est une aspiration forte pour beaucoup de gens aujourd'hui.
Qu'en est-il des perspectives de carrière décrites dans le document? Est-ce que c'est un métier où on peut évoluer? Oui, le texte souligne que le poste de CIP peut être un tremplin. Il mentionne des possibilités d'évolution vers des fonctions de coordination d'équipe, de chef de projet, de responsable de secteur. Il y a aussi la possibilité de se spécialiser sur des publics ou des problématiques spécifiques. L'accompagnement des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap, l'orientation professionnelle, le lien avec les entreprises. Ça suggère qu'il y a des parcours de carrière possibles au sein du secteur. Donc un potentiel de développement professionnel qui peut peut-être contrebalancer l'incertitude ambiante. Et concernant la pérennité de l'emploi même de CIP, qu'est-ce qu'en dit l'analyse face aux coupes budgétaires annoncées? C'est un argument central du document. Il soutient que, même si les financements publics fluctuent ou diminuent, le besoin fondamental d'accompagnement vers l'emploi, lui, il ne disparaît pas, bien au contraire. Les tendances lourdes dont on a parlé, les reconversions massives, la nécessaire adaptation technologique, la diversité des situations continuent d'alimenter une demande structurelle forte pour des professionnels de l'insertion. D'accord. Donc, selon la source, malgré les difficultés de financement, le métier conserverait une certaine utilité sociale incontestable, garantissant une forme de sécurité d'emploi à long terme, même si les conditions d'exercice peuvent se durcir un peu. On se retrouve donc face à un tableau assez contrasté dressé par cette analyse IE. D'un côté, des défis financiers et politiques bien réels qui complexifient l'exercice du métier. De l'autre, une mission qui a du sens, des possibilités d'évolution et une demande sociale qui semble structurellement ancrée et même croissante. C'est précisément cette tension, ce paradoxe, que l'analyse de l'Europère des CIP met en lumière. Le métier deviendrait à la fois plus difficile et en même temps plus nécessaire. Alors comment l'administrateur de l'Europère des cibles, dans sa synthèse au sein du document, propose-t-il de naviguer cette tension? Quelles sont ses conclusions et recommandations finales pour ceux qui envisagent cette formation? Ce relissage a une vue d'ensemble. L'administrateur, dans le texte, ne masque pas la difficulté. Il acte le fait que le contexte de coupe budgétaire rendra probablement l'exercice du métier plus exigeant, avec potentiellement moins de moyens. Mais simultanément, il réaffirme avec force la pertinence et la demande soutenue pour les compétences des CIP. En gros, il ne dit pas « fuyez », mais plutôt « soyez prêts ». Soyez prêts. Qu'est-ce que ça implique concrètement, selon les recommandations formulées dans l'analyse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça implique plusieurs choses. D'abord, une insistance très forte sur la qualité de la préparation initiale et continue. L'administrateur souligne l'importance capitale d'une veille informationnelle constante. Se tenir au courant des évolutions législatives, des nouveaux dispositifs, des mutations du marché du travail, des besoins des entreprises locaux. C'est présenté comme indispensable pour rester pertinent et efficace dans un environnement qui bouge tout le temps. Une posture d'apprentissage continu, en somme? D'accord. Et en termes de compétences clés à l'acquérir ou renforcer durant la formation, est-ce qu'il y a des points spécifiques mis en avant par l'analyse? Oui, le document identifie plusieurs compétences comme étant particulièrement stratégiques dans ce contexte. La gestion de projet, par exemple, pour être capable de construire et de suivre des parcours d'accompagnement individualisés qui sont souvent complexes et multipartenariaux. Ensuite, la communication digitale. Savoir utiliser les outils numériques pour atteindre et accompagner certains publics, mais aussi pour collaborer avec les partenaires et valoriser son action. Et enfin, une bonne compréhension des nouvelles technologies et de leur impact sur les métiers et les compétences requises. Ces compétences semblent dépasser le cadre strict de l'accompagnement individuel. L'analyse suggère une évolution du profil du CIP. C'est sous-entendu. Le texte plaide aussi ardemment pour des formations très ancrées dans la pratique, avec des stages longs et significatifs. L'idée est que seule l'expérience de terrain permet de développer la capacité d'adaptation et la débrouillardise, si on peut dire, nécessaire pour naviguer dans un système complexe et parfois sous-doté. L'administrateur semble valoriser la capacité à innover et à trouver des solutions concrètes malgré les contraintes. Quelle est alors l'idée maîtresse qui conclut cette partie sur les recommandations? L'idée force qui traverse toute la fin de l'analyse, c'est que l'adaptabilité et l'innovation seront déterminantes. Face à un environnement incertain et potentiellement plus contraint financièrement, les CIP qui réussiront le mieux, selon ce document, seront ceux capables de faire preuve de flexibilité, de créativité, d'utiliser judicieusement les ressources disponibles, y compris numériques, et de réinventer une partie de leur méthode de travail pour maintenir la qualité de leur accompagnement.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Et si on tente de faire une synthèse globale de ce que nous dit cette analyse de le repère des CIP sur le fait de devenir CIP en 2026, qu'est-ce qu'on retient? Le texte que s'engager dans cette voie en 2026, c'est choisir un chemin un peu à double tranchant. D'un côté, il faut être conscient des obstacles potentiels, des contraintes financières plus fortes pesant sur les structures, une possible instabilité liée aux politiques publiques et une complexification du travail due à la raréfaction de certains outils d'aide. Le métier pourrait être plus exigeant, demander plus d'efforts pour obtenir les mêmes résultats. C'est le côté mise en garde de l'analyse, le côté un peu attention. Mais il y a l'autre face de la médaille, j'imagine. Absolument. De l'autre côté, l'analyse maintient que c'est une profession qui continue d'offrir des gratifications importantes sur le plan humain. Ce fameux sentiment d'utilité sociale, la satisfaction d'avoir un impact positif sur la vie des gens, elle offre aussi de réelles perspectives d'évolution professionnelle pour ceux qui s'investissent et surtout, elle répond à un besoin fondamental et croissant de la société, accompagner les transitions professionnelles dans un monde du travail qui se transforme en profondeur. La demande de fond, elle, est bien là. L'analyse suggère donc que la décision de se former dépendra beaucoup du profil du candidat, sa motivation profonde, sa résilience face aux difficultés potentielles et sa capacité à s'adapter et à innover dans un cadre potentiellement plus contraint. Ce n'est ni un oui inconditionnel, ni un non rédhibitoire, en fait. C'est exactement ça. Le document semble dire oui, c'est une bonne idée si vous êtes conscient des défis, si vous êtes prêt à développer une grande adaptabilité et si la mission d'accompagnement résonne fortement en vous. C'est un choix qui demande une certaine lucidité, une clarté sur ce dans quoi on s'engage. Et pour terminer notre exploration de ce document spécifique, sa lecture soulève une question importante, une interrogation qui va peut-être un peu au-delà de ce qui est explicitement écrit, mais qui découle logiquement des constats présentés. En effet, si on prend au sérieux la prémisse de la source, c'est-à-dire la perspective d'une raréfaction durable des financements publics traditionnels pour l'insertion, ça pose inévitablement la question de l'évolution future du métier lui-même. Comment le rôle de conseiller en insertion professionnelle pourrait-il, ou peut-être devrait-il, se transformer pour continuer à remplir sa mission essentielle? Hmm. Comment les professionnels et les structures peuvent-ils innover, peut-être en mobilisant d'autres types de ressources ou en développant de nouvelles approches pour maintenir leur impact dans un contexte de moyens publics potentiellement plus limités? C'est une réflexion ouverte sur l'avenir et la nécessaire réinvention de cette profession clé.